Alors, sa conférence s'intitule « Ce nouveau langage qui dit l'indicible ». Merci. Voilà, merci de votre attention. Je suis très contente de passer ce matin parce que je pense que cet après-midi, j'aurais eu beaucoup de mal à m'exprimer vu le décalage horaire un petit peu spécial qui est le mien. Donc, en fait, on a eu des interventions sur le génocide au Rwanda et sur le génocide kurde. Moi, je vais aborder le génocide, la Shoah, et la question des auteurs qui ont voulu témoigner suite à leur déportation. Et poser la question, dès lors, de l'indicible, savoir si cet indicible tel qu'il est présenté ne mériterait pas un autre regard, et si finalement les œuvres qui nous restent ne témoignent pas qu'il existe une manière de dépasser l'obstacle de l'indicible. Voilà, ça va être au cœur de ma communication. Donc, pour mener à bien ce projet, je vais inscrire ma communication autour des auteurs rescapés, témoins, autant ceux qui ont été arrêtés parce que juifs, je fais évidemment référence à Wiesel, à Elie Wiesel et à Primo Levi, que ceux qui ont été déportés en tant que résistants, à savoir Robert Anten, Charlotte Delbo, Georges Semprin. Donc je vais réfléchir, évidemment il y a des distinctions à faire, mais là j'aimerais tellement arriver sur la question de l'indicible que c'est vrai que je vais d'abord regarder leur témoignage dans ce qu'ils ont de commun. En fait, on est à une époque où ces témoignages, ceux des auteurs que j'ai cités, demeurent, alors que tant d'autres témoignages écrits, soit juste après, soit au moment où certains anciens rescapés ont repris la plume pour lutter contre le négationnisme, etc., ceux-là ont disparu, ceux que j'ai cités demeurent. Voilà. Alors ma question, c'est si cela demeure, est-ce que c'est parce qu'ils ont surmonté l'indicible? Et implicitement, si d'autres ont disparu, est-ce que c'est même s'il y avait un dit, ce dit s'était heurté de telle manière à l'indicible que la chose n'était pas dite, donc on n'avait pas le contenu nécessaire à cette postérité relative qu'on peut avoir sur les 70 dernières années, puisque maintenant on est à 70 ans de la fin de la Shoah. Enfin, si on peut parler de fin de la Shoah, des événements concentrationnaires et génocidaires. Donc je commencerai par exposer quelques paradoxes qui en fait m'ont permis de soulever des questions et auxquelles je me suis efforcée dans mes recherches et mes ouvrages de proposer des réponses. Alors le premier paradoxe qui s'est offert à moi et je pense à de nombreux lecteurs, c'est celui de voir partout le mot indicible et cependant de lire en face des œuvres limpides. C'est-à-dire que ce sont les auteurs mêmes qui écrivent des livres qu'on lit encore, qui ont dit, que ce soit dans leur œuvre, au cœur même de leur œuvre, je pense à Semprin de Le Grand Voyage, disent qu'est-ce qu'on a raconté des types qui se font déporter dans un train, ou sinon à un moment dans le camp ils se mettent à réfléchir à si on doit faire usage de la fiction. Je pense aussi aux avant-propos. Donc Robert Anten, dans son avant-propos, qui traite du vertige de parole qui était le sien quand il a été sauvé des camps, du fait que tout de suite, cette volonté de dire s'est heurtée à l'impuissance du langage liée au fait qu'il découvrait comme incroyable, dès qu'il était sorti de cet univers concentrationnaire, il découvrait que ce qu'il avait à dire était incroyable, donc que les mots ne le véhiculaient pas de manière suffisante. Donc, que ce soit dans les avant-propos, que ce soit au cœur des œuvres, que ce soit dans des entretiens, je pense à l'entretien Elie Wiesel, Georges Semprin, se taire est impossible, je pense à l'entretien avec Primo Levi des années 80 qui a été conduit dans une université en Italie et auquel a été donné paradoxalement le titre du devoir de mémoire, alors que Levi était en train de douter de la pertinence même de ce contexte-là, de ce concept-là. Donc voilà. Réalité, les auteurs que j'ai cités sont les auteurs qui témoignent de la réalité de l'indicible et de son importance majeure. Et pourtant, en tant que lecteur, ces œuvres semblent limpides. Je n'ai pas terminé l'espèce humaine, ni si c'est un homme de Primo Levi, en me disant ce qu'ils avaient à dire n'a pas été dit. Alors sur ce premier paradoxe, deux pistes s'offrent à moi. La première, c'est en tant que lecteur, maintenant un petit peu éloigné dans le temps,
ne pouvons-nous pas sentir dans toute son ampleur la distance qu'il y a entre le résultat souhaité et l'œuvre proposée? Première solution. La deuxième solution, c'est celle que j'ai explorée dans les dernières années, c'est celle d'un langage qui aurait trouvé comment dire l'indicible, dépasser cet obstacle, et donc transformer un indicible théorique en amont de la production scripturale en un dit. Et alors, l'indicible qui aurait été présenté en amont serait distinct d'un dit qui serait en aval du texte. Voilà la première piste que j'ai et donc que je traiterai par la suite. Deuxième paradoxe. La littérature et l'indicible fonctionnent depuis des siècles main dans la main. L'indicible est même le moteur d'une forme d'écriture. Autrement dit, c'est parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas facilement, qui sont rétifs à ce que certains ont appelé la langue des besoins, que certains ont pris la plume pour dépasser cet indicible. Je pense évidemment à la mort, au sacré, au divin, à l'amour. Je pense par exemple à la méditation poétique de Lamartine, dans laquelle il dit la langue des besoins suffit au... Alors je vais pas pouvoir le faire avec l'alexandrin, mais suffit de l'exil où nous sommes. Voilà. Donc première piste. Mais après il dit l'autre, donc un autre langage, éternel, sublime, universel, immense, et c'est le langage de Dieu, c'est le langage que cherche le poète et l'homme de lettres plus largement quand il se confronte à l'indicible, et celui qui permet d'accéder à ces réalités. Je pense aussi à à la mystique mallarméenne, je pense aussi aux poètes voyants qui avaient pour mission de transmettre à ceux qui ne le percevaient pas le monde qui était caché par cette forêt diffuse d'éléments, et il fallait fouiller pour trouver les réalités cachées, et un langage devait y correspondre pour le transmettre. Bon. Donc, indicible et littérature ont marché main dans la main, et pourtant l'indicible, ici, fonctionne comme un coup d'arrêt porté au témoignage. Alors comment comprendre qu'alors qu'il y a une tradition littéraire dans laquelle l'indicible est un moteur d'écriture littéraire, on est ici, pour les écrivains rescapés, un indicible qui fonctionne à peu près comme un absolu, présenté comme un absolu, un frein à la possibilité de dire. Et là, la piste, alors il y a évidemment plusieurs pistes, mais évidemment, il y en a une qui s'impose à moi, c'est celle qui correspond à une problématique qui est aussi celle de l'autobiographie, qui est la nécessité d'être cru, l'honnêteté. Et donc, quand il est question de se dire, ou de dire encore plus, des questions aussi terriblement cruciales que la Shoah, la déportation, le génocide, etc., alors l'art littéraire est entendu dans son sens d'artifice. Et donc, il y aurait comme une incompatibilité à utiliser le savoir-faire du langage pour traiter de quelque chose de quasiment inhumain qui devrait pousser comme un cri, jaillir dans toute l'honnêteté subite de la chose vivante. Donc, il y a ce paradoxe. Numéro 2, donc, la Shoah, je prends évidemment le sens large, je parle de l'écriture des rescapés des camps de concentration nazis. Au lieu d'avoir comme moteur l'indicible, a l'indicible comme frein au pouvoir de dire et au fait de prendre la plume. Évidemment, il y a aussi un contexte qui est important de souligner, c'est-à-dire que certains auteurs, je pense évidemment surtout à Primo Levi, n'avaient pas cette vocation scripturale. Ils n'étaient pas auteurs avant d'avoir pris la plume pour raconter. Ils ne se considéraient pas comme des Hugo ou des Rimbaud, alors évidemment je caricature et je vais vite, mais comme des traducteurs de ce qui se passait. Ils se sont retrouvés dos au mur avec quelque chose à transmettre et la nécessité de trouver les mots pour le faire. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est intéressante, évidemment. Si on parle de Antelme ou de Samprin, c'est un petit peu différent, mais sans l'être totalement. Je rappelle que Robert Antelme évoluait dans ce qu'on a appelé le cercle de la rue Saint-Benoît, à savoir, il a été très proche, voire amant, voire il a épousé d'ailleurs, de Marguerite Duras.
Et ils avaient un petit groupe qui discutait, qui s'engageait ensemble dans la résistance. Donc il avait quand même un lien avec la littérature, il avait publié quelques poèmes, quelques articles, mais c'était pas un homme de lettres qui avait sa renommée, quoi. Et il n'a écrit qu'un livre, d'ailleurs, L'espèce humaine, qui est son rendu de rescapé. Pour Georges Semprin, c'est encore autre chose, puisqu'il était un brillant étudiant en philosophie et il a été pris dans la résistance, il s'est engagé dans la résistance en arrêtant ses études et il a été arrêté par la Gestapo puis déporté à Buchenwald. Donc il a été pris très tôt, donc on pouvait sentir ce potentiel qu'il avait, mais c'était pas encore une fois un homme de lettres qui avait ce savoir-faire que peuvent avoir les grands auteurs de la littérature dans leur maturité, quoi. Donc voilà pour cette question de comment un indicible moteur peut devenir un indicible frein. Et les conséquences, les circonstances particulières de la Shoah et de ceux qui sont dépositaires de la transmission permettent d'appréhender cette complexité. Dernier paradoxe, celui d'un indicible absolu et celui d'une nécessité tout aussi absolue de dire. C'est-à-dire qu'on a deux éléments paroxystiques, l'indicible qui semble absolument insurmontable et une nécessité de dire qui ne peut pas ne pas se faire. Je renvoie évidemment à un livre que j'ai cité tout à l'heure, qui est un entretien, un dialogue entre Elie Wiesel et Georges Semprin, dont le titre est « Se taire est impossible ». Alors j'ai la référence, on pourra en discuter après, j'essaie d'avancer rapidement. « Se taire est impossible ». Donc à un moment, Elie Wiesel dit « On n'a pas les mots, on ne sait pas faire, mais on ne peut pas renoncer au fait d'essayer de dire ». Voilà. Donc l'indicible semble absolu et la nécessité de dire l'est tout autant. Évidemment, je pense à une solution jusqu'au boutiste qui est celle qu'a proposée George Steiner dans Langage et silence en 67, qui était, alors évidemment je résume, il le dit bien mieux que moi, mais je résume ses propos, en gros comme le langage est humain, le langage est logos, et que ce qui caractérise la Shoah, c'est le caractère inhumain. Toute tentative de mettre en mots la Shoah rationalise la Shoah et la fait rentrer dans l'humain. Donc, il faut que l'indicible soit déontique, catégorique, absolu. On ne doit pas dire la Shoah, la faire rentrer dans les mots. Donc voilà, je vous rappelle aussi qu'il y a une autre forme d'indicible qui aurait pu être absolue, qui est celle de Georges Semprin. Je vous rappelle que son titre de l'œuvre écrite en 93, des décennies après les événements, s'appelle « L'écriture ou la vie ». Alors le titre prête à de nombreuses mésinterprétations, mais en fait il raconte comment il a voulu écrire dès son retour, il a même voulu écrire dès que les Américains sont rentrés dans le camp de Buchenwald, il a voulu écrire dès ce moment-là, et pendant 16 ans, s'il prenait la plume, il mourait. Dès qu'il essayait d'écrire, il suffoquait concrètement, il plongeait dans des souvenirs tels qu'il avait envie de se tuer. Il ne le dit pas comme ça parce qu'il est rétif à l'idée de suicide, mais il ne pouvait pas. C'était contraire à la vie. Donc il n'a pas écrit pendant 16 ans. Il s'est engagé donc du côté communiste, il a été infiltré en Espagne pendant le franquisme, etc. Donc il a été dans l'action pendant 16 ans. Et en fait, c'est un jour où il y avait eu un des agents qui avait été repéré, qui s'est retrouvé caché pendant 3 semaines avec l'ordre de ne pas bouger de chez lui, qu'il a commencé à écrire Le Grand Voyage. Bon, peu importe. En tout cas, l'indicible peut avoir un aspect complètement absolu. Et justement, le processus de Semprin, on va le voir, c'est comment passer de l'indicible absolu qui a été celui de l'écriture ou la vie, pas l'œuvre, mais cette réalité qui est de ne pas pouvoir écrire sinon on meurt pendant 16 ans, au livre, l'écriture ou la vie, où il arrive à raconter. Et alors comment ? Et on va voir dans la suite de mon propos, donc c'est s'il existe ce langage qui a permis à Semprin, qui risquait de mourir en 10 ans, de dire. Voilà. Alors j'en viens alors, on est à combien ? Oui, je vais faire très vite, ça va aller très vite. Je voudrais déjà, ça a été l'objet d'un de mes livres, donc je vais le faire très rapidement, on pourra en discuter aussi également par la suite, mais en tout cas, l'indicible n'a rien à voir avec l'image lisse
que le consensus des auteurs qui s'y sont confrontés semble laisser voir. Je m'explique. Comme tout le monde sur la Shoah parle d'indicibles, critiques, auteurs en théorie, auteurs en pratique, auteurs dans leurs œuvres, on a l'impression que l'indicible est uniforme. D'accord ? Alors que dans la littérature, on avait l'indicible de la mort, l'indicible de l'amour, l'indicible du sacré, l'indicible du divin, etc. Là, l'indicible semble l'indicible de la Shoah, une espèce de bulle énorme, dense, un sac à larmes, en fait, un poids atroce, mais lisse. Il n'en est rien. Alors évidemment, je vous balance comme ça, mais c'est parce que j'ai vraiment pas axé mes recherches dessus. Il n'en est rien. Il faut distinguer des niveaux de l'indicible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des niveaux de l'indicible. Il y a un indicible en amont, il y a un indicible de la pratique, c'est-à-dire je suis en train d'écrire et je me confronte à l'indicible. L'indicible de Steiner est un indicible théorique, d'accord ? Si on fait rentrer la langue, la Shoah dans les mots, on l'humanise. Or, elle est inhumaine. Enfin, elle ne doit pas rentrer dans le langage. Donc, c'est un indicible théorique, un indicible pratique. Et ensuite, il y a, à cause de ce consensus, enfin, en raison de ce consensus, il y a une espèce d'acquiescement commun par jeu synonymique qui fait que intransmissible, incroyable, etc., prennent corps sous le mot indicible et que finalement, d'un livre à l'autre, on voit des renvois avec, comme l'a décrit si bien un tel dans son livre, la Shoah est indicible. Et quand on va se référer à ce qu'a dit un tel, en fait, elle a donné un sous-synonyme, un hyponyme, en fait, de l'indicible, qui est en fait l'intransmissible, alors que la personne qui renvoie à ses travaux est en train de parler de l'incroyable, ou d'un indicible en amont. Donc, en fait, sous cet indicible lisse, il y a un cumul des indicibles. Et ça, c'est la conclusion donc spoiler, de mon livre. C'est que la nouveauté concentrationnaire est celle d'un cumul de l'indicible et non pas de l'apparition de l'indicible. C'est dans le cumul paroxystique de l'indicible, des différentes formes d'indicibles existantes, que la Shoah construit un indicible surplombant, un indicible hypostasié, un indicible avec un grand I, que j'ai appelé donc dans mon ouvrage un indicible des indicibles. Je m'explique. L'indicible apparaît dans les propos des rescapés, ou des théoriciens, etc., mais là je parle des rescapés. L'indicible apparaît comme un mur, un obstacle infranchissable. Et ce qui est merveilleux et magique quand on l'observe concrètement, c'est qu'en fait, ce mur est un mur constitué de autant de pierres, grosses pierres, petites pierres, qui sont autant de formes d'indicibles connus, rencontrés par d'autres auteurs dans la littérature, etc. Et du coup, ce qui est inédit, c'est d'avoir un mur de cumul d'indicibles devant soi. C'est ça qui rend le fait de dire impossible. On n'a pas juste une pierre de l'indicible qu'on va transformer, qu'on va dépasser, qu'on va enjamber, en fait, ou dans laquelle on va taper. Enfin, quels que soient les moyens littéraires utilisés, on a un mur. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que si on se rend compte de ce que font les auteurs dans leur écrit de rescapés, c'est qu'ils décèlent les pierres du mur. Pas au sens de les voir, mais au sens de les détacher une après l'autre, les déceler du mur. Et du coup, en fait, ce mur de l'indicible, chaque pierre, par exemple, la pierre de l'intransmissible, la pierre de l'incroyable, la pierre de l'indicible théorique, la pierre de l'indicible pratique, etc., sont pris à bras le corps par ces auteurs jusqu'à ce qu'en fin de compte, on n'ait peut-être pas un mur complètement démantelé, on a un reste de mur avec des pierres toujours en place, un mur toujours visible dans ses structures, mais un mur franchissable. Et c'est comme ça que je décrirai les ouvrages des auteurs que j'ai cités. Ce sont des livres, des murs d'indicibles, dont les pierres que constituent des synonymes ou des hyponymes de l'indicible ont été démantelées, traitées, surmontées, dépassées. Donc oui, il reste des formes d'indicibles qui ne seront jamais surmontées. Par exemple, un auteur ne pourra jamais témoigner de ce qu'a été la mort par le gaz. C'est une pierre qui reste dans le mur bien défait des auteurs rescapés. Mais le mur est démantelé, l'obstacle de l'indicible est franchissable. Alors, maintenant, je terminerai en vous donnant quelques moyens recensés
utilisés par ces auteurs pour déceler les pierres du mur et parvenir à dire l'indicible, à dire certaines formes de l'indicible, de telle sorte à ce qu'il ne reste plus que des fragments d'indicibles qui ne portent pas préjudice à l'écriture d'une œuvre limpide et qui fait date dans l'histoire de la littérature. Plusieurs moyens. L'un que je citerai, c'est le fait de désigner, j'ai appelé ça dans un autre ouvrage, le fait de prendre les mots à leur propre piège. Je vous donne un exemple, chez Georges Semprin. Alors, je me suis fait des petites fiches pour aller très vite. En fait, ça ne marche pas du tout, mes petites fiches, c'est pas grave, je vais vous le raconter. Encore page 252, je dois pouvoir y arriver. Oui, qu'est-ce que... faut finir, c'est ça? Oui. Je cite quatre façons et je conclus. J'en ai vraiment pour 5 minutes, si vous me permettez. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Je cite Georges Semprin. Là, des coiffeurs armés de tondeuses électriques dont les fils pendaient du plafond nous rasaient rudement le crâne, tout le corps. Nus comme des vers, en effet, désormais. L'expression habituelle et banale devenait pertinente. En fait, le terme « nu comme un verre » ne correspond pas. Parce que nous, quand on dit qu'on est nu comme un verre, c'est qu'on se retrouve dans un accoutrement bien plus léger que ce qu'on a d'habitude. Exemple, une visite médicale, on n'est pas nu comme un verre, on a nos cheveux, on a nos sous-vêtements. Voilà. Ici, c'est littéral, il n'y a pas de métaphore. On a écrasé le comparant et le comparé. Ils fusionnent. Nus comme un verre, ils n'ont plus de cheveux. Ils sont nus comme un verre. Degré zéro de la métaphore. Le fait de nommer les mots permet de les amadouer et de créer un procédé qui permet de montrer, de dénoncer l'indicible là où il pourrait se cacher dans le langage. Il y a aussi la manière de reniveler le langage. Alors là, je prends un autre exemple, chez Semprin aussi, où il parle de la fumée du crématorium, de la cheminée de Buchenwald. Il parle aux Américains et il explique ce qu'est cette fumée. Et après l'avoir fait, il dit: ils ont saisi le sens des mots, probablement. Fumer, on sait ce que c'est. On croit savoir. Dans toutes les mémoires d'hommes, il y a des cheminées qui fument. Rural, à l'occasion domestique. Cette fumée-ci, pourtant, ils ne savent pas. Ils ne sauront vraiment jamais. Donc encore un procédé de renivellement. Bon. Je passe à d'autres procédés, j'en ai plein d'autres, je raccourcis, qui s'appellent contours et radeaux. Alors là, je reste encore un petit peu chez Semprin. En fait, donc, Semprin a failli mourir de vouloir écrire au moment où il a recouvré la liberté, du moins dans la vie civile, parce que la liberté morale était quasi impossible à recouvrir. Donc, ce qui est extraordinaire, si vous avez lu Le Grand Voyage et si vous avez lu L'écriture ou la vie, c'est que les œuvres tracent le contour du camp sans parler du camp. Le Grand Voyage raconte la déportation en train. Le livre s'arrête quand les portes s'ouvrent et que le déporté descend sur la plateforme, avec les cris des chiens. Donc, écrit en 1963, je crois. 1993, L'écriture ou la vie reprend l'après. Ascona, la partie où il est en Suisse et il essaie de se remettre, les moments où il essaye d'écrire, on est après. C'est une esthétique du contour. Comment il a dit l'indicible? Si on dessine la partie d'avant et si on dessine la partie d'après, on la cerne par le contour, on en dessine la forme, elle est prise en tenaille. La chose est dite. J'aurais adoré vous raconter le radeau littéraire, mais je vous renvoie plutôt, si ça vous intéresse évidemment, à une conférence que j'ai mise en ligne. Et je terminerai par ce que j'ai appelé le style invisible de Robert Antelme, qui est vraiment dans des détails, mais tellement extraordinaires que j'aimerais juste en toucher 2 mots. Le fait de dire le zébré pour la tenue du détenu. Pas le rayé, pas la tenue du détenu, pas la veste, le zébré. C'est à la fois littéral et en même temps c'est le mot le plus littéral qui renvoie le plus à l'animalisation. Il n'y a pas de figure de style, mais il y en a une. Elle est omniprésente par sa neutralité même. Je ne trahis pas le processus d'honnêteté du langage, je ne fais pas un festival d'artifice du langage pour dépasser l'indicible comme l'ont fait mes prédécesseurs, je reste honnête tout en disant le mot qui, en étant lui-même littéral, désigne avec son double fond l'animalisation de l'humain.
Autre chose, pour vous montrer la discrétion de ces procédés, si je lis dans Robert Antelme, lorsqu'il raconte un arrêt qui est fait dans les marches de la mort, où il s'arrête, il s'étend sur l'herbe et il dit « Je me suis levé ». C'est une forme pronominale, il n'y a rien à chercher, elle est neutre. Mais dans le contexte concentrationnaire, je me suis levé. Le détenu corps, le détenu esprit se dédouble. C'est comme s'il se tenait par la main pour se tirer, s'extraire de cette fatigue immense qui aurait pu le laisser au sol. Il s'est levé lui-même. La forme pronominale prend un autre sens, sans rien changer. Respect de l'honnêteté, le mot est juste, simple et neutre, mais il a un double fond. Dernier exemple et je conclurai. Le second degré, ce que j'appelais le second degré oppressif de toute signification. Je vous cite la page 249 de mon ouvrage. Hop. Les détenus font la queue pour être servis de soupe. Il y en a un qui dit « Hier, j'ai été mal servi, mais avant-hier, c'était Jeff, celui qui servait. Je suis mal avec lui. Il n'a pas remué le fond, donc ça implique que vous aurez que du jus, quoi, du liquide, et pas un petit peu de pommes de terre qui peuvent y avoir au fond de la casserole, de la marmite. Il prend toujours le dessus quand il me repère. Vous changez un mot, vous changez l'ordre des mots, vous changez l'appareil pronominal, vous n'avez plus le fait qu'il prend le dessus avec moi, puisse à la fois désigner la soupe et à la fois désigner le rapport de force concentrationnaire. C'est un non-style qui a un style, c'est une présence du style in absentia. Le défi est relevé, l'honnêteté est parfaite, la simplicité du discours est limpide et l'art du langage est là, l'indicible est surmonté. Je conclus en 2 mots. Je dirais, 1, ce que je viens de dire, l'indicible initial a été relevé. La double contrainte a été dépassée. Un maximum de pierres a été décelé. Il faut distinguer un absolu relatif et un indicible relatif et un indicible absolu à la Steiner. Le cumul des indicibles qui crée une impression d'indicible absolu ne doit pas laisser oublier que ce mur qui semble absolu est composé d'indicibles relatifs. Je terminerai en disant que l'indicible est trompeur, on le croit lisse, il est fait de niveaux, il est fait de cumuls, il est fait d'hyponymes et d'hyperonymes. Et je terminerai en disant que, à travers ces œuvres concentrationnaires, la littérature est mise en échec dans ses outils traditionnels même. On peut en reparler, je vous fais penser à Nu comme un verre, où ça n'est plus une métaphore. Et là où il n'y a pas de métaphore ou de figure de style, il y en a en fait. Forme pronominale, en principe, c'est pas une figure de style. Et je terminerai en disant que si l'indicible a été dépassé, en revanche, avec ce que j'ai cité du style d'Antelme, ce qui ne l'est pas, c'est la question de l'intraduisible. Parce que si vous changez un mot du récit d'Antelme, vous changez tout ce jeu qui est de la non-figure, qui en est une. Je vous remercie de votre attention. Vos questions et remarques.